C'est une montre que j'ai dessinée en 2001, juste après la résonance, le tourbillon et la résonance. Je voulais mettre le remontoir d'égalité parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la légende du tourbillon qui améliore la marche d'une montre est fausse. Donc j'ai voulu faire une montre plus précise que ça, avec le remontoir d'égalité. Et lorsque j'ai mis le remontoir d'égalité dessus, tout d'un coup je me suis aperçu qu'il y avait une seconde montre naturelle dedans. Et je me suis dit, mais je suis vraiment con, j'aurais dû le faire sur le tourbillon. Et c'est pour ça qu'après j'ai tout de suite arrêté la première série du tourbillon pour faire le deuxième avec la seconde montre. Donc c'est intéressant parce que c'était la genèse. On croit que c'est une montre qui vient après, mais en réalité c'est une montre qui vient avant. Et enfin, sur le tourbillon, je vais aller voir ce qu'il raconte parce que... Et puis ensuite, moi j'ai eu après je me suis attelé à la grande sonnerie, au centigraphe, à la répétition minute et le traplate. Moi j'ai jamais eu le temps de la produire cette montre parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Et puis il y avait la ligne Octa aussi, enfin bon, pas chômé. Et un jour j'ai dit, il y a 3-4 ans, j'ai dit bon allez, on la met en marche et puis quand elle sera prête et puis on la présentera. Qu'est-ce qu'elle a cette montre? Heure, minute, seconde, c'est pas vraiment une montre d'apparence très compliquée, mais si on prend par exemple la cinématique d'une montre, c'est à peu près la cinématique d'un tourne-broche à ressort. La seule différence entre un tourne-broche et la cinématique d'une montre, c'est qu'à la place du poulet, il y a des aiguilles. C'est une belle analogie. En effet. Mais par contre, si on veut, le poulet c'est pas si grave s'il ne tourne pas à la même vitesse, mais si on veut que les aiguilles tournent à la bonne vitesse, alors à ce moment-là, il faut faire beaucoup de choses subtiles pour arriver à réduire la marge d'erreur. Et dans cette montre, j'ai essayé de mettre les uns après les autres toutes les recettes de cuisine que je connaissais qui permettent de rétrécir et de faire en sorte d'essayer de faire une montre la plus précise, ce que j'ai mis dans le dossier de page, je dis presque précise parce que la précision n'existe pas. Alors il y a deux barillet qui attaquent en parallèle sur la roue de grande moyenne. Et on voit bien que la roue de grande moyenne est quasiment presque au milieu des deux barillets pour ne pas qu'ils reçoivent de pression latérale, pour ne pas que l'axe de grande moyenne reçoive de pression latérale pour éliminer les frictions. Ensuite, on va sur le remontoir d'égalité. Donc le remontoir d'égalité, c'est le même système que j'avais breveté pour le tourbillon et que j'utilise depuis longtemps. Mais là, j'ai essayé d'annuler les petites erreurs qu'il y avait dans les montres précédentes. C'est-à-dire que le remontoir d'égalité est entièrement en titane et équilibré avec une petite masse en or, de manière à être insensible au mouvement du poignet. Pour ne pas qu'il y ait d'inertie et que le mouvement du poignet puisse modifier la force du remontoir d'égalité. Et donc avec ça, on a une force constante, donc, qui est en droit de donner au balancier la même amplitude pendant une période de plus de 40 heures, 45 heures environ. La montre a 70 heures de réserve, mais 45 heures efficaces avant la zone rouge. Et ensuite, il y a un nouvel échappement que j'ai breveté, qui s'appelle, il faut bien donner un nom, alors c'est biaxial, BHP c'est biaxial haute performance, qui est imprégné des échappements de chronomètres de marine qu'on faisait au XVIIIe siècle à impulsion directe. Parce que les impulsions directes, ce qu'il faut savoir, c'est que la lubrification, si on appuie ici, qu'on pousse, on n'arrive pas à avancer, il faut mettre de l'huile. Si on ne met pas d'appui, ça glisse tout seul. Dans les frottements, dans l'horlogerie, c'est la même chose. Moins il y a de force, plus ça glisse. Donc en séparant, au lieu d'avoir une seule impulsion, en séparant avec deux roues l'impulsion, en partageant deux, donc on met 50-50. Donc c'est deux impulsions qui sont plus souples, avec moins de frottements, qui vont
caresser juste le balancier, la palette du balancier. Donc c'est un mouvement très doux qui ne nécessite pas de lubrification. Et ensuite l'encre, cette espèce d'encre à deux branches qui vient bloquer les deux roues, est composée, est issue de tout ce qui avait été bien fait dans le développement de l'encre suisse, c'est-à-dire les sécurités qui permettent à un échappement de fonctionner sur le monte de poignée. Parce que tous les échappements du XVIIIe siècle de chronométrie sont incapables de fonctionner correctement au poignet. Alors c'est un échappement moderne avec les sécurités, le tirage, les enfourchements, le dard, comme dans une encre suisse. C'est un échappement à impulsion directe, sans huile, mais qui fonctionne parfaitement pour la montre bracelet. Et en plus, contrairement à tous les échappements à impulsion directe qu'on doit lancer, celui-ci démarre tout seul. D'accord. Ok, donc celui-là, vous avez repris une conception qui date du XVIIIe siècle, en l'adaptant complètement. Vous avez utilisé des matériaux particuliers. Comment je dirais, un compositeur de musique aujourd'hui, s'il ne connaît pas l'histoire de la musique, ne peut pas composer intelligemment. Un horloger, c'est pareil. Il doit connaître ce qu'il s'est fait avant pour voir les erreurs qui se sont faites et puis prendre ce qui est bon et ne pas prendre ce qui est mauvais. Donc j'ai essayé de ramasser cet échappement, tout ce que j'avais vu dans ma vie des échappements, qui me semblait le meilleur. Et après, c'est le plus compliqué, c'est de les mettre ensemble et puis faire une géométrie qui fonctionne. Alors par exemple, pour revenir à l'échappement, il y a eu quelques horlogers qui ont essayé d'utiliser des échappements anciens ces dernières années, à impulsion directe. Mais c'était des montres, moi j'ai vu un client un jour aux États-Unis, il avait acheté une montre, je ne dirais pas la marque. Il reçoit la montre, il la remonte, non, il la prend au magasin, elle est en marche. Chez lui, elle s'arrête, il la remonte, elle ne marche pas. Il renvoie la montre au service après-vente, on lui renvoie la montre un mois plus tard, il la remonte, elle ne marche pas. Parce que c'est comme si on demande à un automobiliste aujourd'hui d'acheter une voiture, mais il faut la démarrer avec la manivelle. Et le type, il dit, elle ne marche pas cette montre. Parce qu'il n'a pas lu la notice, il ne sait pas qu'il faut la lancer. Alors moi, je ne voulais pas tomber là-dedans, donc j'ai dit, moi, je ne veux pas faire une montre avec un échappement à impulsion directe qui doit démarrer avec la manivelle. Donc en plus, j'ai dessiné la géométrie de manière à ce que la roue, une des roues d'échappement s'arrête toujours sur une des palettes pour que dès qu'on remonte, le balancier se lance. Donc c'est une montre intelligente, on peut dire ça. Je ne sais pas si une montre on peut la taxer d'intelligente, mais j'espère l'avoir fait de manière intelligente. Je ne crois pas qu'elle soit intelligente elle-même. Est-ce que c'est une technique que vous souhaitez peut-être développer un petit peu avec d'autres calibres, avec des complications? J'y pense, mais c'est trop tôt parce qu'on doit avoir plus de recul. Aujourd'hui, cette montre optimum, je crois qu'on va en faire 16 cette année, 16 pièces. Donc on n'a pas beaucoup de recul encore. L'année prochaine, on en fera un peu plus. On aura probablement un peu de recul dans 2 ans. En fonction de ce recul, on verra. Parce qu'il y a toujours des choses à améliorer dans un échappement avant de le mettre de manière plus... D'autant plus que le train de rouage est tout à fait différent d'un train de rouage d'une montre traditionnelle, parce qu'il y a il y a 2 roues de plus dans le train. Donc il faut des grosses modifications de calibre. Ensuite, c'est voir si c'est compatible avec le service après-vente futur. Bon, et puis faire des essais. Donc c'est pas prêt, peut-être dans 5 ans, je pourrais donner une vraie réponse. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup trop tôt. Et puis tant qu'on n'a pas 5 ans de recul aussi, mais sinon j'aimerais bien parce que un échappement sans huile comme ça, c'est un échappement pour une montre qui est correctement lubrifiée au niveau des
ressorts et des pivots, ça donne une stabilité de marche au moins pour 10 ans. Oui, et puis donc en termes de service après-vente, du coup, ce qui est préconisé pour une révision, Ouais, ça permet d'allonger. c'est plus long, oui, ça allonge. Et puis moi j'ai pas voulu utiliser les matériaux modernes comme les silices ou des choses comme ça, parce que j'avais essayé, j'ai fait des expériences avec, ça marche très bien, mais c'est tellement fragile que j'ai toujours considéré qu'il fallait que ce soit une montre jetable. Parce que dans 50 ans, elle sera jetable, parce que s'il n'y a pas quelqu'un qui a encore les possibilités de réparation, ça sera jetable. Alors que moi j'utilise, donc après avoir utilisé tous ces matériaux modernes, j'ai préféré revenir aux matériaux qui sont éprouvés depuis 200 ans, où on sait qu'une montre qui a 200 ans aujourd'hui, si elle a été entretenue correctement, elle fonctionne toujours, et que n'importe quel horloger qui a été formé correctement peut la nettoyer et l'entretenir. Et donc dans mes montres, j'ai cette vision, c'est qu'un horloger dans 50 ans, dans 100 ans, qui a été formé correctement, puisse l'entretenir. Et donc justement par rapport à cela, ce qui procède justement de la création de cette nouvelle montre, pour vous c'est pas justement une révolution technologique, c'est plus un travail purement horloger, plus une recherche horlogère. Oui, c'est une recherche horlogère. Moi j'ai toujours été baigné dans l'envie de trouver. J'avais toujours, bon, je sais, je l'ai répété souvent, que l'ennemi de la montre c'est l'huile et le spiral. Une montre qui fonctionnerait sans huile complètement n'aurait besoin quasiment d'aucun service. Mais pour fonctionner sans huile, il faut fonctionner sans effort. Le seul exemple qu'on ait au monde aujourd'hui d'horlogerie qui fonctionne sans huile, c'est la pendule Atmos. Gégère à racheter maintenant, mais à l'origine, la pendule Atmos de Reuter qui se remontait avec le changement de pression atmosphérique. Aujourd'hui, c'est le changement de température. À l'époque, c'est le changement de pression atmosphérique. Un changement de pression atmosphérique pour remonter un ressort, c'était tellement faible. Donc, c'est un tout petit ressort qui était remonté. Il n'y a quasiment pas de force dans le rouage. Et si vous mettez, et donc il fonctionne entièrement sans huile, si jamais vous lubrifiez quelque chose dans la pendule Atmos, elle s'arrête. Parce que l'huile à ce moment-là, ça va coller. Ça va se figer. Non, ça ne va pas se figer, ça crée c'est pas un frottement, mais ça crée, c'est moins libre. D'accord. Et si vous mettez de l'huile dans une pendule Atmos, elle s'arrête. Donc c'est l'exemple à suivre, c'est celui-là. Et maintenant, pour avoir autant de légèreté dans une montre, alors qu'on demande à un balancier pour ne pas être sensible au mouvement du poignet, à avoir une fréquence de 21 600 minimum, la pendule Atmos, elle a une fréquence de 5 secondes. Ça, c'est encore autre chose, c'est impossible dans une montre. Et justement, qu'est-ce que vous pensez des basses fréquences? Est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez explorer? Alors les basses fréquences, c'est ce qu'il y a de meilleur. Qui dit basse fréquence dit moins d'énergie, moins de fatigue dans l'horloge. Qui dit haute fréquence, c'est plus de fatigue, plus d'énergie pour fonctionner. Moi je me suis situé au milieu. Je dis 18 000 c'est trop bas pour mon bracelet, 21 600 c'est bien. L'idéal c'est 14 400. C'est la demi-seconde. Mais je pense que ça ne peut pas fonctionner correctement dans mon bracelet qui serait au bras par exemple d'un avocat italien. C'est vrai. Peut-être d'un expert comptable ou de quelqu'un qui travaille derrière un ordinateur, ça pourrait jouer, mais donc c'est pas encore très performant. Mais par contre, pour les objets de table, les objets statiques, c'est l'idéal. Ok, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Merci pour cette Georges Daniels avait fabriqué, je me souviens, il avait fait un tourbillon à 14 400 une fois, il me l'avait montré, il m'a dit, tu vois, ça c'est bien, ça fonctionne doucement, c'est pas...
l'huile ne se fatigue pas, tu mets rien dedans. J'avais fait une tentative comme ça. C'est une montre de poche, alors une montre de poche, on peut l'accepter parce qu'elle n'est pas en mouvement. Mais voilà, puis on continue sur d'autres projets qui m'enrayent. Parce que comme maintenant je me suis remis, j'ai quitté mes fonctions administratives de notre jour pour me reconsacrer à 80% au moins dans la création et l'horlogerie en général, le développement des choses. Parce que plus la société a monté et plus je m'éloignais de la création, tout en restant dedans, mais à quel prix? Et donc je commençais à faire tout un peu moins bien. Alors il a fallu que je prenne une décision, c'est-à-dire avant que je devienne incompétent dans un domaine, je vais rester dans mon domaine de compétences et je vais donner. Alors ça c'est depuis 2 mois. D'accord, c'est tout récent. C'est tout récent. C'est bien, c'est une bonne nouvelle pour l'horlogerie. Ouais. Bon, j'en fais pas, on n'a pas fait une conférence de presse pour ça parce que j'avais peur, parce qu'il y a des mauvaises langues dans ce métier de la presse aussi. Qui aurait pu dire oui, Journe a été mis sous tutelle. Ce serait ne pas vous connaître. Ce serait ne pas vous connaître. Alors, voilà. Donc là, non. Ouais, vous revenez au cœur du métier, donc non, dans la création. Alors je me suis fait construire un nouvel atelier. Parce qu'avant j'avais l'atelier dans mon bureau. Oui, je me souviens. Et donc là je fait un nouveau. Alors là j'ai laissé la place pour la nouvelle personne. Et moi je me suis fait un atelier avec les horlogers. Un atelier bureau aussi parce que j'ai quand même besoin de dessiner devant mon ordinateur, etc. Mais un atelier bureau entre le service après-vente et le reste des horlogers. Donc je démonte régulièrement toutes les montres qui arrivent en service après-vente sous garantie pour voir quelle est la bêtise qu'on a faite ou quel est le problème, pour essayer de remonter les informations pour avancer. Et puis ça c'est une part de mon temps. L'autre part de mon temps, c'est la création et aussi la mise en fonction des prototypes. Quel a été l'accueil de vos horlogers? Ils sont contents de vous voir revenir ou maintenant ils sont sous pression? Non, les deux. Ils sont contents de me voir revenir, mais dans la zone où je suis, là, j'entends très peu parler. Bon, bah écoutez, on est ravis de le savoir justement. Donc, c'est ce qui nous laisse imaginer qu'il va y avoir quelques belles nouveautés dans les années à venir. Ouais. Travailler sur des non, projets nouveaux. Je travaille sur une grande complication. J'avais commencé à y travailler, ça fait déjà 5-6 ans. Je n'avais pas trouvé le cadran, l'équilibre avec les indications. Je l'ai trouvé il y a 1 an et demi. J'ai trouvé l'équilibre qui me semble bon. Et maintenant je dois avancer vraiment sur l'intérieur. Et donc il me fallait aussi du temps. Est-ce que dans votre méthode de travail, vous partez toujours du dessin? Est-ce que c'est toujours... Ouais, le cadran toujours. Ouais, toujours le cadran, toujours le dessin et après... Oui, puis là j'ai merdé pendant 4 ans, 5 ans, j'en ai fait, j'ai dessiné, je sais pas, 25 cadrans avec le truc à droite, à gauche, tout ça. Et puis ça marchait pas. Et puis tout d'un coup, un jour ça a marché. Donc voilà, c'est parti. Voilà. L'équilibre a fonctionné. Il y aura eu plein de bonnes nouvelles aujourd'hui, alors c'est bien. Oui, et puis il y aura une nouveauté aussi sur laquelle je travaille en ce moment où je suis à l'établi sur les protos. C'est en janvier. D'accord. Ça a été programmé. C'est le chronomètre Optimum qui n'était pas programmé puisque lui devait sortir quand il était prêt. D'accord. Donc chaque année, votre calendrier, c'est toujours une nouveauté, parce que je me rappelle l'année dernière, c'était l'Octasport qui était en janvier. Alors l'Octasport, c'était pas vraiment une nouveauté dans la mesure où le mouvement était le même que... moi, ce que j'appelle une nouveauté réellement, c'est quand les châssis et moteurs sont nouveaux. Là, c'était plus dans sa conception, et puis le matériau, l'aluminium qui était... C'était plus un concept qu'une nouveauté conceptuelle, mais pas vraiment une nouveauté. Pour moi, une nouveauté, il faut vraiment que ce soit nouvelle montre. Et puis dans le futur, là maintenant je reprends tout ça, je vais commencer à abandonner pas mal de modèles
qu'on fabriquait jusqu'à présent pendant 10 ans, 11 ans de belle vie, 12 ans de belle vie, pour remplacer tout ça par petit à petit la collection. Donc vous avez renouvelé toute la collection Ouais, au fur et à et mesure. puis presque, mais petit à petit, pas dans l'année. Hein. Et puis comme ça donne beaucoup de plaisir aux gens qui ont acheté parce qu'on arrête de produire. Et puis les prix ça devient plus que des valeurs de collection. Voilà, il y a un message à faire passer, alors il faut se ruer sur les dernières Non, qui j'ai eu restent. un fournisseur hier là, qui fabrique des vitrines douanier, qui me dit moi j'aime toujours ton calendrier. Je lui dis dépêche-toi parce que je l'arrête à la fin de l'année. Il dit quoi, tu vas l'arrêter? Je lui dis oui, bah, c'est fini, moi j'arrête de le produire en fin d'année. Il y en aura encore dans les boutiques, mais après c'est fini. Parce que je suis en train de travailler sur un nouveau calendrier complètement différent. Mais je ne peux pas avoir deux calendriers dans la collection, ça fait trop de références, on n'arrive pas à suivre. Au jour d'aujourd'hui, il y a combien de références chez Fusion? On a à peu près 10-12 modèles Ouais. qui doivent être déclinés. C'est toujours pareil, il y a la boîte, deux tailles de boîte, deux couleurs de cadran. Alors, si on fait ça, ça fait 8. Si on mélange tout, ça fait 8. Plus à savoir hors rose, hors gris. Non, ça fait 5 si on mélange tout. D'accord. Non, ça fait 5 modèles, ça fait 10. Pardon. Quand on met avec les deux tailles, ça fait 10. D'accord. Sur un modèle, ça fait 10 références, c'est déjà beaucoup. Ouais. Vous tournez une centaine de références, ce qui fait une belle collection. Non, c'est pas 5 parce que j'ai enlevé le jaune. Je dis pas de bêtises. Maintenant, c'est 2 et 2. Ça fait 4. Non, c'est 8, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est 8. Donc, c'est 8 références par modèle, sauf pour les aluminiums. Sauf pour la grande sonnerie et sauf pour la répétition minute qui a qu'une couleur de cadran et qu'une boîte. Et puis donc ça fait trop de références. Il faut que je lave. Et donc je vais laver maintenant la collection par chronologie d'entrée. Les montres les plus anciennes. Vous n'avez pas peur de vous heurter justement aux clients qui ont envie de continuer, qui veulent voir toujours ces modèles? Non, mais après ils pourront les acheter au comptoir, non, ça va leur faire plaisir. Et puis après ils pourront les acheter dans les ventes aux enchères. Ou de gré à gré. Par exemple, on voit une montre comme la Vagabond H2. Je ne l'ai pas encore vue dans une vente aux enchères. Aujourd'hui, elle se négocie de gré à gré pour ceux qui veulent la vendre. Mais on ne la voit pas encore dans les ventes aux enchères. Les gens les gardent. Oui. Ce qui est un bon signe. Ouais, et puis en plus, les frais deviennent exorbitants dans les ventes aux enchères. Très bien, bah écoutez, en tout cas, M. Journe, merci beaucoup pour Merci cette à vous, interview. excusez-moi de vous avoir fait patienter.